À la page 71 du chapitre 24 de mes notes de cours, on va résoudre une situation, la seule situation qu'il y a dans la section 3.12 de Séguin sur l'impulsion. La situation s'intitule « Une balle rebondie » et on peut lire son texte à la page 426 de Séguin. On s'interrompt pour faire une lecture. À la deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc, on nous parle d'une balle de 0,1 kg qui rebondit sur le sol. L'interaction entre la balle et le sol, la collision entre la balle et le sol dure 0,04 secondes. On nous dit par après que la force résultante selon l'axe Y, on nous dit que c'est une force qui agit sur la balle en Y, est donnée par le graphique ci-contre, puis que c'est toujours une force. Là, on nous disait que c'était une force avec un module positif. Bon, on le voit, c'est toujours une f de y est toujours au-dessus de 0. Donc, c'est les valeurs de la force là, pendant le 0,4 secondes. Donc, le graphique fait partie de la donnée du problème. On ne peut pas le résoudre si on ne le donne pas. Immédiatement avant le début de l'interaction, la vitesse de la balle était égale à moins 20 j mètres par seconde. Donc, initialement, la balle se dirigeait comme ça. Ce n'est pas la meilleure façon que je préfère l'avoir, mais ils nous l'ont donné comme ça. On désire déterminer sa vitesse immédiatement après la fin de l'interaction. Et on cherche un autre inconnu. Dans le texte, il nous en mentionnait pas d'autres comme tel, mais on va faire un peu comme Séguin. Puis quand on a de l'impulsion, on s'intéresse souvent à quelle est la force qui était impliquée, la force moyenne. Puis la force moyenne étant rien qu'une force qui pourrait remplacer, qui aurait le même résultat, si on veut, le même impact, le même effet que cette force-là qui était moyenne, qui était variable, je pourrais-tu la remplacer par une force constante qui aurait exactement le même effet? C'est ce qu'on appelle ça la force moyenne. Donc, on va chercher aussi cette valeur-là. Quel dessin fait-on pour représenter cette situation-là? Bien, c'est une masse qui va venir en collision avec le sol, un rebond. Je le fais pratiquement en 1D, dans le sens que l'axe des X ici n'aurait pas été strictement nécessaire, quoi qu'il correspond au sol dans ce cas-ci. Mais je fais vraiment la balle qui tombe vers le sol avec une vitesse initiale et qui va rebondir. Donc, si elle tombe parfaitement à la verticale, bien, théoriquement, elle va rebondir vers le haut, ma vitesse finale que je cherche. Ça va se faire sous l'effet d'une force variable, mais je peux imaginer qu'il y aurait une force moyenne qui fait le même travail que cette force-là. Le M est dessiné. Le delta T, pas encore. Vitesse initiale, vitesse finale, vitesse moyenne. Fait qu'il me manque juste mon delta T. Habituellement, je le dessinais proche de la collision. Je crois que j'avais oublié de le mettre. Je vais le rajouter. D'écrire delta T là, proche de l'endroit où il y a une collision. J'ai dessiné FG au moment où la première fois je l'ai fait, là, mais dans le fond, il n'y a aucun impact. On va le voir là, dans les calculs, il n'y a aucun effet. Je cherche la vitesse finale. Connaissant la courbe de force, on n'avait aucune relation entre vitesse et force. On en a dans les autres chapitres, mais on est avec la conservation de quantité de mouvement. Ben, je peux faire apparaître V à travers le variation de quantité de mouvement, à travers la variable P. Et c'est sûr, il va falloir que je connaisse P, mais P, on a vu qu'il y avait une relation entre l'impulsion et P, puis entre l'impulsion et cette courbe-là. Donc, je vais passer à travers l'impulsion, J. Si vous allez dans le résumé, il y a une relation entre J et delta P. Est écrit en X dans le résumé, mais rien ne m'empêche de l'utiliser en Y si le problème se fait purement en Y. Puis, il y a une relation entre la variation de P et la variation de M qu'on utilisait déjà fréquemment là, dans les sections précédentes. Donc, c'est M delta V, puis delta V, je peux écrire V final moins V initial à la place. Ça fait apparaître mon point d'interrogation, là, que je cherche ici, ma vitesse finale selon Y est égale à quoi? Okay. Et je fais une relation avec le J. Le J, je n'ai pas de valeur, mais je vais utiliser la courbe, là, comme c'est mentionné dans le résumé, qu'on peut calculer le J à partir de la courbe. Première des choses, je vais isoler ma vitesse finale selon Y. Donc, le M va venir diviser de l'autre côté. Je vais avoir GY divisé par M. Puis mon moins V initial va s'en aller de l'autre côté. Il va devenir plus vitesse initiale. C'est un peu logique. Ma vitesse finale dépend toujours de ma vitesse initiale, si on veut, plus l'impulsion divisée par la masse. Donc, c'est mon M qui est venu diviser de ce côté-là. J'ai une valeur pour M, mais je n'ai pas de valeur pour J. Je n'ai pas mis mes chiffres. Là, on s'apercevra. Puis j'ai une valeur pour vitesse initiale. Donc, j'ai un inconnu qui est J. Donc, j'ai un blocage.
Et pour débloquer, ben là, je vais utiliser la courbe que je n'ai pas utilisée encore. Dans le résumé, on voit quelque part là, que pour calculer le J, je peux utiliser l'air sur la courbe. C'est écrit en X dans le résumé, mais je l'utilise en Y présentement. Donc, ça devient juste de la géométrie. J'aurais pu le faire directement ici. Là. Fait que c'est calculer les aires de ces différentes formes-là. Donc, j'aurais pu tracer ça directement là-dessus, là, à la bonne dimension. Mais on s'aperçoit qu'on peut l'approximer comme des aires de triangle, des aires de triangle. Ici, il m'en manque un petit bout. Mais j'ai pris comme si c'était un carré aussi. Ah, j'ai pris le grand triangle ici. Ouais. Grand triangle ici. Après ça, carré ici. Donc, c'est le carré vert qui est là. Tout ça, c'est des carrés pleins. Fait que j'ai un carré plein là, un carré plein là, un carré plein là, un carré plein là. J'ai un autre triangle ici, puis il va me rester un petit triangle à la fin. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à faire mon approximation. On a fait un lien entre ça, puis idéalement, il faudrait que je prenne le temps de la retracer à l'échelle directement là-dessus. Donc, je vais avoir 8 carreaux pleins, puis 6 triangles, qui sont tous pareils, là, que c'est toujours des triangles, là, grosso modo, 2 puis 1 de large, 2 puis 1 de large. Puis ceux-là ici, 2 puis 1 de large. C'est une grosse approximation, là, parce que j'ai de l'air sur la courbe même un peu ici, qu'on voit difficilement. Donc, c'est une approximation, je ne vous le cache pas. Donc, l'aire de rectangle ou de carré, c'est base fois hauteur, puis l'aire de triangle, une demi, base fois hauteur. J'ai écrit ma formule, puis, après ça, je mets mes chiffres. Les hauteurs, c'était toujours des carrés. Donc, la hauteur, on voit qu'on passe de 100 à 150, donc toujours 50 de haut. Puis, dans ce sens-là, ben, on avait 4 carreaux pour 0.02. Donc, c'est des carreaux de 0.005 ou 0.02 divisé par 4. 4 carreaux pour 0.02. Une autre façon de voir. Même chose pour dans l'autre sens. Tantôt, quand je prenais un carreau, ben, je disais que c'était 0.02 divisé par 4. Maintenant, quand je prends ceux-là, puis ils sont équivalents à l'aire de ceux-là, ben là, j'ai 2 carreaux. Donc, j'ai le double de tout à l'heure. Ben, le double de 0.02 divisé par 4, c'est 0.02 divisé par 2. Puis dans l'autre sens, ben, j'ai une hauteur, un peu comme ça là. Donc, ça me donne mon 50 là, dans l'autre sens. Donc, on met des chiffres, on a nos chiffres, on pitonne ça sur une calculatrice, puis ça me donne ma valeur de J qui me manquait pour faire mon calcul dans 1. Donc, à la suite de ça, je vais mettre mon résultat 2 dans la première. Donc, ma vitesse finale, c'est J divisé par M. J divisé par M, puis plus V initial. V initial en premier, mais mon V initial selon Y, hein, parce qu'il est écrit selon Y, donc j'ai un moins 20. Plus J selon Y 3.5 divisé par 0.1. Ça me donne ma valeur de 15 mètres par seconde en termes de vitesse. C'est une vitesse qui est vers le haut, parce qu'on est selon Y pour arriver à une valeur positive. Donc, si je veux l'écrire comme il avait été écrit initialement, ben, j'ai écrit que c'est 15 mètres secondes J. Ça montre que c'est vers le haut. Deuxième inconnu qu'on s'était ajouté, qui n'était pas dans le problème initialement, mais qu'on s'était ajouté, c'est quelle est la valeur de force moyenne. Donc, on a une formule quand on va dans le résumé qui est qu'on peut prendre l'air qu'on a calculé tout à l'heure et la diviser par le delta T qu'on avait dans le problème, qu'on n'aurait pas utilisé autrement. Si je ne fais pas calculer la force moyenne, c'est une donnée qui n'est même pas utilisée comme telle. Elle est illustrée, mais pas utilisée. Mais en faisant calculer la force moyenne, on va pouvoir l'utiliser. Notre R, ben, c'est l'équivalent de notre J. Donc, le 3.5 de J, c'est l'air sous la courbe, divisé par le 0.04. Donc, ça implique une moyenne de 87,5. Ici, ce qui me reste à décacher, c'est mon R, c'est l'équivalent du J, là, de toute façon. Je disais donc que ma force moyenne de 87,5, il faut comprendre ce qu'elle représente. C'est une valeur constante que je mettrais vis-à-vis 87,5. Donc, d'avoir eu une force qui, pendant toute la durée du 0.04 secondes, aurait été constante à cette valeur-là, j'aurais obtenu le même résultat, la même impulsion, la même variation de vitesse qu'avec cette force variable-là. Ça revient aussi à dire que l'air sous la courbe, donc l'air, si je ferais le calcul de l'air ici, en dessous du rouge, l'air du rectangle que là, ben c'est la même air qu'en dessous de la courbe ici. À l'œil, on voit que ça représente à peu près la même aire également.